Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Depuis des années, des drones équipés de missiles et pilotés à distance éliminent des ennemis à l'autre bout de la planète. Ce documentaire, diffusé il y a 4 ans par la RTS, nous l'expliquait déjà de manière saisissante. Un prédateur peut exécuter un tir en n'importe quel point du globe. Son pilote reste enterré dans un bunker sous le désert du Nevada. À ce jour, plusieurs milliers de frappes de ce genre ont été opérées par l'armée des États-Unis, en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Afrique du Nord, en Somalie. Mais ce n'est qu'un début. La robotisation va bouleverser les guerres du futur. L'intelligence artificielle annonce une redéfinition des équilibres stratégiques qui prévalent actuellement. Voici ce qu'en disait récemment Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Dans le secret des états-majors et des laboratoires de robotique, on travaille à la mise au point d'armes autonomes intelligentes. On les appelle en anglais AWS, pour Autonomous Weapon Systems. Bientôt, ces armes 4.0 seront en capacité d'agir et de tuer par elles-mêmes, sans l'intervention de l'homme. Voilà qui pose bien des questions morales, éthiques, au plan du droit international, de la technique aussi. Nous essayons d'y répondre dans cette édition de Géopolitis. Appliquée au domaine de la guerre, l'intelligence artificielle a déjà produit toutes sortes de machines. Bizarres, comme cet AlphaDog de Boston Dynamics, certes encore maladroit, mais conçu pour transporter des charges lourdes. Beaucoup plus agile, ce robot serpent développé par les Israéliens pour se faufiler entre les lignes ennemies. Dans la zone de démarcation qui sépare les deux Corées, l'armée du Sud a déployé ses drôles de soldats sentinelles baptisés SGR-A1, Sentry Gun Robots, mis au point par la firme Samsung. Ces engins peuvent repérer les mouvements, identifier la cible. En fonction du niveau de danger, le robot peut alors, avec ou sans intervention humaine, choisir de lancer une alerte sonore, tirer des balles en caoutchouc ou faire feu avec des munitions réelles. L'armée américaine a testé en 2016 dans le désert de Californie des drones offensifs capables d'évoluer en essaim. Une fois largués par les chasseurs, ces mini-drones ont évolué de manière coordonnée, adaptant par eux-mêmes leur trajectoire les uns aux autres, sans jamais se gêner. Les capacités fulgurantes de l'intelligence artificielle permettent d'imaginer des armes de guerre totalement autonomes. Autonomes signifiant qu'une fois engagées, elles pourront agir, repérer une cible, l'identifier et finalement l'abattre sans intervention humaine. Faudrait-il les interdire? Peut-on déléguer à un robot le droit de tuer? L'astrophysicien britannique Stephen Hawking imagine les pires scénarios. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Plusieurs centaines de chercheurs en intelligence artificielle, des stars de la Silicon Valley comme Elon Musk, ont adressé une lettre ouverte aux Nations Unies. Ils demandent l'interdiction des armes autonomes. Elles pourraient tomber facilement aux mains de despotes ou de groupes terroristes. Bonjour madame. Bonjour. Vous dirigez à l'École polytechnique fédérale de Lausanne le laboratoire d'algorithmes et de systèmes d'apprentissage. Vous avez travaillé dans l'intelligence artificielle à l'Université de Californie du Sud, à Édimbourg aussi. Vous refusez pour vos recherches des fonds qui proviendraient de secteurs militaires. C'est par conviction éthique? Oui, parfaitement. C'est très important pour moi. Nos applications ne doivent pas être militaires, en tout cas pas volontairement. Si l'armée s'en empare, bien sûr, c'est un autre problème, mais ça n'est en tout cas pas le but de ma recherche. Pensez-vous qu'il faille interdire les armes autonomes? Est-ce qu'on peut les interdire? Alors, c'est deux questions. Est-ce qu'on peut les interdire? Je pense que c'est très difficile, voire quasi impossible. Et puis, est-ce qu'on doit les interdire? Pour moi, c'est un faux problème qui se rapporte à la problématique de pourquoi utiliser des armes. Pour moi, si on utilise une arme autonome,
non autonome, semi-autonome pour tuer quelqu'un, le résultat est le même, on a tué quelqu'un. Donc d'un principe éthique, pour moi, on ne devrait pas tuer quelqu'un. Et je ne vois pas de distinction à faire. Et je m'inquiète en fait de la distinction qu'on essaye de faire parce que pour moi, on repousse le problème. Et le problème en amont est celui de vouloir utiliser des armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus précises. Les scientifiques qui réclament l'interdiction prétendent que ces armes munies d'intelligence artificielle pourraient tomber facilement aux mains de despotes, de groupes terroristes. Et en cela, elles seraient aussi dangereuses que l'armement nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est correct, effectivement, que malheureusement, ce sera plus facile que l'arme nucléaire de se procurer ce type d'armes et de les développer, parce que finalement, cette intelligence artificielle, eh bien, elle ne demande pas les mêmes configurations, les mêmes matériaux. Ce sont des choses qui sont quand même à la portée de petits groupes ou de grands groupes potentiellement. Donc effectivement, c'est un danger, c'est-à-dire, et aussi c'est la rapidité avec laquelle on peut développer des choses de plus en plus complexes. Ça veut dire que ça nous amène aussi un peu à cette course à l'armement, hein, c'est-à-dire qu'on s'améliore. Alors, c'est un peu différent de l'arme nucléaire, justement, dans le sens où ce sera à la portée de toutes les nations. Alors peut-être que ça les met plus sur un pied d'égalité de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, ça augmente les risques de l'utilisation d'armes par de plus en plus de groupes à différents buts. Qu'est-ce qu'un robot, aujourd'hui, un robot militaire, fait mieux qu'un soldat humain? Essentiellement être beaucoup plus précis. Il ne faut pas oublier que déjà toutes les armes qu'on utilise, que ce soit les armes de poing, sont déjà dans une large mesure automatisées, et ça depuis des siècles, hein, à commencer même par les anciens canons qui de toute façon étaient dirigés. Enfin, personne ne prend la balle, l'emmène, fait tout mouvement balistique pour la jeter dans le cœur de la personne. Ça a toujours été derrière une machine qui le faisait. Tout ce qu'on fait, c'est appuyer sur un trigger. Donc ils sont beaucoup plus précises. Maintenant, on a en plus la capacité de pouvoir analyser des images extrêmement rapidement, de pouvoir cibler des cibles visuellement qu'on ne pourrait jamais faire en tant qu'être humain, de pouvoir en cibler plusieurs, de pouvoir faire des déploiements de machines en configuration. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas possibles à cette vitesse et à ce niveau de précision chez l'homme. Mais quand même, il y a quand même beaucoup d'obstacles à la réalisation d'armes totalement autonomes, des obstacles technologiques. Oui, alors il faut venir déjà à la définition de qu'est-ce que c'est un robot totalement autonome. Pour moi, un robot totalement autonome qui tuerait, c'est un robot qui vit, qui a sa propre intelligence, sa propre petite vie, et puis il est là dans son petit coin de bitume, puis un jour il se dit « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Allons donc tuer quelqu'un. » Non, ça n'existe pas, on n'a pas ce niveau d'intelligence et d'autonomie. Et ça n'existera jamais? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas dire. Dans le futur, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, non. Dans les années qui viennent, non plus. À l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours un être humain qui, en tout cas, appuie sur un petit bouton, définit aussi la cible. Il ne faut pas oublier ça. Il y a quand même une définition de la cible qui est d'ailleurs la difficulté. C'est quoi une cible? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas une cible? Donc l'être humain reste dans une large mesure en contrôle, en tout cas au départ, de la décision de vouloir tuer. Après, c'est une machine effectivement qui génère en fait l'acte, mais ça, encore une fois, ça l'a toujours été depuis pratiquement la nuit des temps. Les robots militaires, on pourrait y voir aussi finalement certains avantages. C'est-à-dire on n'enverrait plus des soldats se faire tuer au front et on enverrait des machines se faire tuer. Finalement, c'est peut-être bien. Dans le sens où il n'y aurait plus de morts d'hommes, je n'y crois pas. C'est ce c'est ce que certains de mes collègues essayent d'avancer comme, disons, comme un côté positif, comme argument positif. Je n'y crois pas parce que je pense que la raison pour laquelle les êtres humains utilisent une armée, tuent et essayent d'utiliser d'autres êtres humains, c'est finalement pour faire souffrir. Donc, on sait très bien que si on détruit l'armée opposée, mais que c'est une armée de robots, il n'y aura pas le même sentiment qui sera généré ailleurs, et on le voit bien avec le terrorisme, et donc il n'y aura pas cette réponse qu'on espère. En fait, j'ai le sentiment que les guerres, c'est surtout une réponse d'émotion, où on génère une émotion, une souffrance chez l'autre, et puis après, c'est comme ça qu'on monte dans la bataille. Alors, toutes ces questions d'intelligence artificielle appliquées à la chose militaire posent des questions d'ordre moral et juridique. On en a posé quelques-unes à un expert de droit international, M. Tobias Westner. Si on part du principe que les armes arrivent à satisfaire aux exigences du droit, la question se pose s'il y a des erreurs qui sont commises par des machines, c'est-à-dire un engagement d'un civil au lieu d'un militaire, ou un dommage collatéral manifeste, plusieurs morts
pour une cible militaire qui n'est pas importante du tout. Là, c'est la question de la responsabilité qui se pose. Et là, le droit international n'est pas très clair. À mon avis, une arme, un système autonome, l'intelligence artificielle ne peut pas être jugée responsable d'un crime international parce que la machine ne fait que de suivre son propre mécanisme. Donc, la question de la responsabilité qui se pose, c'est là où il y a la cause de l'erreur, c'est-à-dire le programmateur, le développeur, le commandant militaire qui utilise l'arme ou même le politicien qui autorise l'utilisation de l'arme. Un traité d'interdiction, un projet, une initiative qui a été lancé par les organisations non gouvernementales, approche notamment l'aspect éthique. Est-ce qu'on est d'accord qu'une machine puisse tuer un être humain ou pas? Donc, si on arrive à la conclusion que pour des raisons morales, ce n'est pas acceptable, là, je trouve qu'un traité qui interdit ces armes est approprié. Les questions qui se posent après, par contre, c'est si ce traité peut être efficace ou pas. Ce qu'on voit avec le traité contre les armes nucléaires en ce moment, c'est que les États qui détiennent ces armes ne veulent pas se passer de leur avantage, donc ne sont pas prêts à s'engager dans une telle aventure. Au niveau militaire, ces armes donnent clairement des avantages qu'on n'a pas encore vus à ces jours. Les armes sont plus rapides, peuvent traiter plus d'informations, sont moins coûteuses sur long terme. Donc pour moi, c'est inévitable que les États vont continuer à développer ces systèmes autonomes. Mais au niveau de la stabilité internationale, c'est envisageable qu'il y ait une course aux armements parce que les rapports de force vont que s'intensifier entre les États qui ont ces nouvelles technologies et les États qui n'ont pas ces nouvelles technologies. Les juristes, Madame Bihar s'évertuent à essayer de classifier les armes autonomes en semi-autonomes, partiellement autonomes, totalement autonomes. Est-ce que ces classifications ont du sens? D'un point de vue juridique, moi je ne suis pas juriste, je ne peux pas prendre la place d'un juriste, mais je ne suis pas sûre que ça aide le débat. Finalement, le débat, c'est de mettre la responsabilité sur quelqu'un. Et on espère, en définissant autonome, semi-autonome, partiellement autonome, de pouvoir mieux diriger en fait, le débat sur qui est responsable. Donc, c'est fructifiant de ce point de vue-là, mais ce que j'ai toujours essayé d'expliquer à tous les partis qui m'ont invité, c'est que cette distinction, elle est excessivement difficile à faire. Et on risque de perdre un temps fou à essayer de le faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les robots sont un petit peu autonomes et puis pas complètement. L'être humain n'est pas complètement en contrôle et ne le sera jamais plus. Donc voilà, ça c'est la réalité des choses. Et encore une fois, la problématique, elle est en amont sur qui a le droit en fait de tuer et qui... Mais vous n'êtes pas juriste, vous l'avez dit, mais est-ce que l'ingénieur qui a conçu le robot pourrait être tenu pour responsable de l'erreur? J'estime que l'ingénieur a la responsabilité d'annoncer que sa machine n'est pas parfaite, si elle ne l'est pas, et d'expliquer vraiment de manière très claire quand est-ce que la machine peut effectivement faire des erreurs, c'est-à-dire se tromper de cible ou voire ne pas fonctionner de manière très précise. S'il ne le fait pas, il est responsable de ne pas avoir averti. S'il avertit suffisamment bien, la responsabilité tombe sur l'utilisateur. L'utilisateur doit faire en sorte de bien utiliser la machine. Quand on parle armes autonomes, on se fait une image très destructrice, très violente de ces machines. Je vais vous poser une question, ce sera la dernière. Est-ce qu'on peut imaginer intégrer à ces machines des paramètres humains, éthiques, de l'émotion, peut-être de la pitié? Est-ce que c'est imaginable? C'est imaginable dans une certaine mesure. Des paramètres éthiques, il y a des gens qui s'y essayent. On pourrait imaginer d'avoir un premier paramètre éthique, c'est-à-dire qu'une machine n'a pas le droit de tuer, donc même si on lui en donne l'ordre, ça ce serait possible, c'est peut-être le plus simple, entre guillemets, mais il faudrait définir ce que ça veut dire de tuer. Donc il faudrait qu'il y ait une prédiction aussi dans l'algorithme, c'est assez compliqué. Maintenant, ce que vous mentionnez comme la pitié ou des choses comme ça, d'abord, le premier problème, ou l'émotion, le premier problème, et pour tous les gens qui s'y essayent, c'est de définir mathématiquement, puisqu'à la fin, on programme la machine, qu'est-ce que ça veut dire, la pitié mathématiquement? Et ma pitié ne sera pas forcément votre pitié, etc. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir à ce que je disais au début, pour moi, le problème des guerres, c'est que c'est aussi généré par certaines émotions. Ce sont des émotions qu'on va dire négatives. De ce point de vue-là, je préférerais peut-être que les robots n'en aient pas, de telle manière à ce que si un jour ils devaient vraiment devenir complètement autonomes, ils ne se mettent pas justement à vouloir, en fait, spontanément, faire du mal à d'autres.
Merci, Madame Billard. Merci beaucoup de ces éclairages. À bientôt. Merci. La littérature est florissante sur ce thème des armes autonomes. Ainsi, nous avons parcouru le rapport des experts scientifiques du département de la défense des États-Unis, sobrement intitulé Summer Study on Autonomy. Ça vaut la peine et c'est disponible en ligne depuis juin 2016. On trouve la lettre ouverte et les arguments des scientifiques experts entrepreneurs appelant à l'interdiction pure et simple des armes autonomes, ici sur le site Future of Life Institute. Enfin, au rayon documentaire, Robot Wars, produit par la chaîne Al Jazeera, n'est pas le moins intéressant. Le film date un peu, mais toujours visible en anglais sur YouTube Al Jazeera. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez podcaster ou revoir toutes nos émissions sur le site de Géopolitis. Passez tous une excellente semaine sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.